Et bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le live pour le premier Expert Talk de l'année avec les intervenants habituels, puisque la dernière fois on avait fait ça avec Zazel et avec Lenny, que je remercie de m'avoir accompagné la semaine dernière pour parler des événements VR. On va changer un poil le format pour ajouter un peu d'interaction avec le chat ce coup-ci. C'est-à-dire que moi, je vais venir interagir aussi dans l'Expert Talk pour relayer les questions qui se posent au sein du chat pour que on augmente, comme je disais, l'interaction. Ce soir, on va attaquer différents sujets. On va parler d'une expérience de réalité augmentée à l'Assemblée nationale. On va parler des retours haptiques en réalité virtuelle et de leur importance ou non. Et enfin, on va parler des potentialités qui viennent avec les applications de free roaming colocalisé. Donc on va maintenant directement aller voir nos intervenants qui sont dans Engage. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Nous allons faire bouillir ma foi. Et bonsoir. Et effectivement, on ne sait pas qui prend la parole en premier parce que nos bouches sont encore 2021, donc, mais tout va bien. Merci Louis. Eh ben, c'est super. Je vous propose d'attaquer directement. Je vois derrière vous qu'on va commencer par le sujet des retours haptiques. Il me semble que c'est toi, Olivier, qui a amené le sujet, donc je te laisse commencer. Donc on va commencer un peu dans le scientifique, alors même si c'est pas moi en fait ce sont deux études de mémoire de recherche sur lesquelles pour me reposer, que j'ai lu pendant les vacances pour me reposer, qui ont été faits à l'INRIA de Rennes. L'INRIA de Rennes qui a un département qui travaille sur la réalité virtuelle depuis 1992. Donc ils ont quand même un bon retour d'expérience sur beaucoup de choses. Et c'est deux études différentes qui sont assez passionnantes. Alors les noms, malheureusement, il manque encore d'un prompteur dans Engage. Voilà, ces deux expériences ont été entre autres réalisées par Rebecca Fribourg, qui est doctorante. Avec deux autres personnes. Quand on mettra le lien du replay, je mettrai tous les contacts. Les études sont disponibles sur Internet. La première étude qui est intéressante, c'est une étude qui a été faite sur le ressenti. Alors, on le sait tous, et moi, on m'a déjà posé la question dans le cadre de la formation, c'est la réalité virtuelle, c'est très bien. Mais malgré tout, il manque quelque chose qui est le retour haptique, c'est-à-dire le retour du toucher, pour faire clair. Je touche un objet en virtuel, comme je le fais devant vous aujourd'hui, et évidemment, je passe à travers. Il n'a pas de masse, il n'a pas de poids. Et pour beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est pour eux mentalement un frein à la formation professionnelle ou à d'autres usages. Et donc cette étude montre, elle a été réalisée dans un univers virtuel, industriel, et c'est une étude qui portait sur des gestes de sécurité. Et en fait, ça a été sur 30 à 40 personnes qui ont passé ce test, et le test est très simple, mais il montre à quel point, une fois qu'on est en réalité virtuelle, on incarne son avatar. Et le cerveau incarne l'avatar de la même façon que le cerveau incarne notre corps. Et quand il va arriver à ce corps virtuel, un événement virtuel, même si je n'ai pas de ressenti, le cerveau va intégrer un ressenti. L'exemple est simple. Dans le premier test qu'ils ont fait, c'est l'ouvrier se fait malheureusement, mais heureusement virtuellement, écraser la main par une presse. Évidemment, il ne ressent rien. Mais dès le deuxième passage à l'exercice, son cerveau a tout à fait identifié le fait que sa main a été blessée, entre guillemets, même si encore une fois il n'a pas ressenti de douleur. Et le cerveau va faire exactement ce qu'il faut pour éviter à nouveau. Et ça, on peut vraiment. Et c'est pas du tout. C'est presque pas de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage instantané. C'est-à-dire que de façon réflexe, on voit que les gestes vont être des gestes d'évitement et des stratégies de déplacement pour éviter de recommettre la même erreur. C'est-à-dire que le fait de subir un événement, un choc ou une blessure virtuelle,
provoque finalement des effets très très similaires à si j'avais vécu ça dans le monde réel. Pour moi, c'était une info qui peut paraître un peu une petite info, mais qui est une info vachement importante, parce que ça permet d'envisager beaucoup de choses qui, même moi, intellectuellement, me semblaient hors de portée à cause de ces problèmes de retour haptique. Et pour l'instant, je pense que nous tous autour de cette table, on a tous déjà essayé des petits trucs à base d'électricité, de retour, de machin, des gants haptiques qui pour l'instant marchent bien en labo. On sait qu'on a les algorithmes pour faire travailler ça. Par contre, en termes de matériaux, on sait qu'on n'a pas les bons matériaux. Alors soit on se retrouve avec des gants, quasiment, on devient un robot. Enfin bref, c'est pour l'instant, on sait que l'haptique va pas se démocratiser du tout, très 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 vite, même si on peut considérer qu'une console de jeu PS5 fait du retour haptique très correctement, hein, au final. C'est aussi une question de conception et d'ergonomie. Mais en tout cas, cette première étude montre que on peut tout à fait transmettre une information profonde au cerveau sans que celui-ci subisse un vrai événement physique. Et ça, c'est vraiment important pour des tas de situations. Et la deuxième étude est encore plus troublante. Ouais, je me suis entendu en... C'est pour toi du passé. Je voudrais faire un test, hein. Olivier. Oui. Regarde, moi, je fais un test. Hein. Non, ça n'a pas marché. Tu n'as pas évité la tasse que je viens de te jeter. Mais son cerveau a ressenti... Peut-être que si on lui jette une deuxième tasse, son cerveau va enregistrer qu'il faut voilà, exactement. La deuxième étude est encore plus intéressante et à la limite, ça pourrait peut-être éventuellement être intéressant d'inviter l'autrice de cette thèse ou un des collaborateurs de l'INRA à Rennes pour venir en débattre, pour venir l'expliquer mieux que moi je vais pouvoir le faire. C'est la capacité pour deux personnes différentes d'incarner un seul et même avatar. Wow. En même temps, tu veux dire? En même temps. C'est-à-dire comme les zèbres avec voilà. La tête. Donc ils ont chacun un Oculus Vive et ils sont tous les deux dans la même personne. Et en fait, finalement, la répartition des actions et des gestes se fait au bout d'un moment assez naturellement. Et l'un va suivre les gestes de l'autre, compenser les gestes de l'autre. Et alors on se demande pourquoi faire ce type d'expérience. Eh bien, tout simplement pour des tas d'usages qui sont de la... j'oublie le mot. Alors, de l'enseignement pour la danse, surtout pour des gens qui ont subi des dommages physiques, de la... Rééducation. Rééducation, merci Nicolas, je butais sur ce mot depuis tout à l'heure. Donc, dans la rééducation, par exemple, un geste va être fait à l'intérieur du même avatar par la personne qui est la personne aidante, et la personne qui est blessée va finalement, ou qui est en période de rééducation, va suivre ce geste de façon quasi automatique, et on va avoir une espèce d'équilibrage entre ces deux êtres humains à l'intérieur du même avatar. Donc que ce soit en formation, rééducation, comme je le disais aussi, donc finalement pour donner des cours de danse, ou en tout cas tout ce qui est approche physique, pour les sportifs aussi, même sportifs de haut niveau, c'est une découverte assez fabuleuse d'avoir essayé de faire cette expérience, cette tentative qui peut paraître un peu ubuesque au départ, et qui se révèle finalement extrêmement pertinente dans sa portée et dans ses usages. Donc le papier vient juste de sortir, mais je pense que ça pourrait être pertinent d'aller plus loin, et en tout cas de discuter avec ces personnes qui ont fait cette expérience, parce que c'est une découverte assez extraordinaire d'imaginer qu'on puisse incarner à deux personnes un seul et même corps virtuel qui permettent à un des deux de progresser plus vite encore que via d'autres biais d'apprentissage, y compris des biais virtuels qui sont déjà plus efficaces que d'autres. Voilà, ça va bien plus loin que la technologie, parce que là, on est vraiment dans le ressenti de ce qui fait notre enveloppe. Et effectivement, ce que tu dis est très juste, Yacine, puisque les retours qu'ils ont eus, notamment, étaient des retours très psychologiques de base
c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle fric, ça a moins bien marché. Il faut un certain laisser-aller, Laissez aller. Ouais. une ouverture de l'esprit, comprendre que tu vas partager quelque chose avec quelqu'un pour que l'expérience soit vraiment efficace. Mais des gens qui voudraient absolument maintenir le contrôle, l'expérience marchera moins bien. Donc on dépasse tout à fait la technologie pour rejoindre de la psychologie, des sciences cognitives et d'autres sciences. Mais en tout cas, par contre, pour les gens qui ont réussi et c'est pas si complexe que ça, à accepter cette ambivalence dans un même corps, de partager des sensations et de suivre quelqu'un et puis de réagir à ses gestes, c'est quelque chose qui m'a vraiment interloqué, que j'ai trouvé extrêmement intéressant et je suis en train de prendre contact avec ces gens pour en savoir un peu plus et profiter, si possible, et faire profiter notre communauté de ces retours qui m'ont bluffé en tout cas. Oui, c'est assez vertigineux. Hein. Et puis en fait, il y a quelque chose, c'est qu'effectivement l'apprentissage de notre corps, c'est déjà un apprentissage qui prend les premières années de notre vie. Et aujourd'hui, grosso modo, les avatars sont conçus en version digitale de nos corps physiques, mais on voit bien qu'être un avatar ou incarner un avatar, c'est une autre corporalité, et peut-être qu'on verra à l'avenir un apprentissage à être un avatar, et pas uniquement d'endosser son corps avec ses mains, etc. C'est une voie possible, mais si demain mon avatar est un flamant rose ou une girafe, il faudra bien que je puisse me mouvoir différemment, et du coup la perception du corps ne va plus être simplement la perception de mon corps humain, mais la perception de mon enveloppe interface avec tout type d'avatar. Et ça, je pense, notamment, j'ai pensé aux musiciens, notamment les batteurs, les gens qui font de la batterie, etc., qui ont cette capacité à désynchroniser leurs membres, qui est un truc complètement dingue. C'est quelque chose dans le cadre de l'utilisation d'avatar qui peut avoir des applications et des perspectives qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, à mon avis. Ouais. Excuse-moi Nicolas, ce que tu soulèves ce que tu viens d'évoquer, effectivement, est extrêmement intéressant, parce qu'on sait aujourd'hui que alors les avatars d'Engage, c'est-à-dire les nôtres, on est assis, on bouge pas, donc il y a une incarnation assez faible. Mais dès qu'on va avoir un corps entier, on va être dans le moindre jeu et qu'on va se déplacer physiquement, l'incarnation se fait très très vite et plutôt très fortement. Mais ce que tu viens d'évoquer, donc quand on voit que cette incarnation d'un corps virtuel, d'un avatar, se fait extrêmement facilement, et finalement, alors que l'humain n'a jamais été préparé à ça, une fois que je suis un personnage virtuel, je suis ce personnage virtuel, c'est pour ça que la formation est efficace notamment. Ce que tu viens d'évoquer, ça aussi ça laisse rêveur, c'est effectivement d'avoir une autre forme physique avec d'autres capacités, et voir comment effectivement notre cerveau peut être à son tour modulé par notre forme, puisqu'on sait évidemment que un animal comme une mouche ne pensera jamais comme un dauphin, qui ne pensera lui-même jamais comme un oiseau, parce que les capacités physiques impactent directement la capacité à comprendre et à vivre le monde. Donc ça pourrait aussi ouvrir des portes à l'humain, en tout cas, pour découvrir d'autres états. On sait qu'avec la réalité virtuelle, il y a quelques expériences, par exemple, de création d'empathie en étant à la place d'un SDF ou des choses comme ça, qui se révèlent plutôt efficaces. Une expérience avait été faite à l'Université de Columbia sur des étudiants séparés en deux groupes. Un groupe sur lequel on avait fait tout un laïus sur le nombre de SDF dans les rues de New York, et l'autre groupe qui avait passé 1 heure avec un casque en train de faire la manche, se balader. Et une autre simulation assez terrifiante aussi, où quelqu'un est dans un appartement, a des lettres de relance, finit par être parvi dans sa voiture, etc., etc. Et 3 mois plus tard, on s'est aperçu que autant le groupe 1, qui avait eu une information et une sensibilisation au problème des SDF, ça n'avait finalement pas changé grand-chose. Par contre, le groupe 2, on avait 30% des gens qui avaient une action plus ou moins engagée. Certains étaient rentrés dans des assauts, d'autres étaient allés vers des SDF, etc., etc. Enfin, la réalité virtuelle est aussi capable de créer de l'empathie.
Dans ce cas-là, c'est de l'empathie envers d'autres êtres humains. Il est pas inintéressant de se poser des questions, comme tu viens de le faire, sur de l'empathie avec quoi et avec qui, et en modifiant notre perception aussi du monde, puisqu'elle est liée à notre état physique, à notre enveloppe, hein, en tout cas. C'est depuis longtemps un des intérêts de l'avatarisation. C'est effectivement la possibilité de. On est assez loin du domaine de l'haptique, mais la conversation est vraiment intéressante. Mais c'est la capacité de s'incarner différemment. Le basique, c'est de s'incarner. Là, on est tous des garçons, on s'incarne en garçon. On aurait très bien pu s'incarner en fille ou en n'importe quel animal. Je veux dire, les capacités d'avatar commencent à être relativement intéressantes. Et alors, juste pour que ce soit pas mal interprété, c'était un peu mal. La fille n'est pas un animal, hein, on précise. Hein, évidemment, vu comme ça, oui, on va se faire physique. On pourrait être une vache ou loin de moi cette idée, évidemment. Mais non, et c'est parce que je sais que c'est pas ce que tu voulais dire. Je te remercie de préciser, parce qu'effectivement, dans un sexe opposé, on peut s'incarner dans une autre couleur, dans une autre taille, avec un autre physique. Enfin, on a la possibilité de complètement, dans ce qui l'univers des relations sociales virtuelles qui s'ouvrent, on a la possibilité d'être une représentation d'un soi intérieur qui n'est pas l'enveloppe physique dont on a été doté par le plus grand des hasards, des merveilles de la nature, mais qui est plus un ressenti intérieur, et l'avatar permet de faire ça. Et quand tu disais la représentation de soi sous forme d'avatar est un apprentissage, c'est le cas. Si aujourd'hui tu participes, nous on commence à avoir l'habitude, mais si tu participes à n'importe quel événement en réalité virtuelle, les relations avec les autres, le fait de prendre contact, de se présenter, sont aussi des sensations qui sont complètement nouvelles et qu'il est nécessaire d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est un peu un des enjeux de l'enseignement à distance, c'est de faire en sorte que les formateurs aient l'habitude de cette avatarisation, de la spatialité qui est permise par les technologies immersives, pour qu'ensuite ils soient en capacité, intellectuellement et plus profondément que ça, de donner la pleine mesure de leur enseignement, alors qu'ils sont représentés de manière virtuelle dans un univers virtuel. Mais même pour pousser en fait cette métaphore, mais avant la réalité virtuelle, quand on regarde son écran d'ordinateur et qu'on agit avec une souris, l'avatar, c'est cette petite flèche qui est en fait la projection de notre désir, en fait, de ce qu'on a envie de faire et sur lequel on va cliquer. Et on se retrouve dans un état finalement très très faible en 2 dimensions avec un axe X, un axe Y, qu'on déplace avec notre corps et on va se promener à l'intérieur de fichiers, donc d'un environnement complètement abstrait d'une organisation du savoir. Quand on passe finalement, quand on a ces avatars avec ses mains et ses corps, c'est une version évoluée de la souris parce que finalement, on interagit dans un environnement qui reste un environnement digital avec un certain nombre d'informations. Et c'est comme si on avait un chemin entre cette souris et ce système d'information et le monde réel, puisque finalement, notre corps est aussi une interface avec le monde qui nous entoure. Et donc, il y a tous ces dégradés entre la souris et le monde réel. Donc, on voit ces différentes étapes. Là, on est en train d'en vivre une. Ces étapes qui sont en train de s'améliorer. Mais au passage, effectivement, on induit de nouvelles, à la fois de façons d'être au monde virtuel, mais aussi dans ce lien avec le monde réel. Donc, je pense à la fois la question de l'haptique, la question de la perception dont tu parlais, qui est, à mon avis, hyper intéressante, y compris en termes d'interface, parce que si le cerveau perçoit la sensation, peut-être qu'on n'a pas besoin d'interface qui soit aussi complexe, et que peut-être juste avec des petits signaux, un petit souffle, un petit quelque chose, le cerveau peut surinterpréter le message qui est reçu parce qu'il est déjà prêt à le recevoir. C'est une espèce de... si quelqu'un vous donne un coup ou quelque chose, le corps en fait se prépare. On a cette espèce de précognition où on se met, il y a ce côté réflexe dont tu parlais, et c'est hyper intéressant de se dire que finalement le virtuel peut jouer avec notre cerveau au niveau du réflexe, parce que quand on parle de réflexe, il n'y a pas de choix en fait. Quand on tombe, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est le corps qui prend la main, qui prend le relais. Un petit peu le même rapport qu'il y a entre la rame et la Rome.
entre la mémoire vive et la mémoire morte. C'est-à-dire que nous, on sait gérer les informations, la mémoire, etc., ce qu'on connaît, notre rapport cognitif, mais quand on se prend une claque un jour dans sa vie, là, il n'y a plus aucun savoir, il n'y a pas de façon plus intelligente qu'une autre de prendre une claque. C'est notre cerveau, c'est la mémoire vive, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui fait que quand on tombe, on se rattrape. Quand on fait tomber quelque chose, on essaie de le rattraper, etc. Et le fait de pouvoir activer ces capacités en VR, c'est vraiment hyper intéressant, à mon avis, des perspectives qui sont assez, effectivement, vertigineuses. Ouais. Voilà. Mais très classiquement, les expériences qui impactent la hauteur, hein, donc le Richie Plank, c'est le gimmick le plus connu, mais on a utilisé souvent au lab en démonstration une simulation de je monte en nacelle pour aller changer une ampoule en hauteur, hein, qui est fait par un de nos membres qui s'appelle Immersive Factory. Ça marche très bien. Je veux dire, la sensation de hauteur est parfaitement perçue par les gens et ils font attention et ils ont peur. Dès que les gens sont sensibles au vertige, ça les handicape comme dans la réalité. Donc la crédibilité de la VR est, me semble-t-il, un sujet relativement acquis. Le premier sujet que tu évoquais, parce que le deuxième, d'être deux personnes dans le même avatar, on peut faire les mêmes choses, c'est absolument vertigineux et c'est un peu différent comme sujet. Moi, il me semble que la question de l'haptique, au-delà des vibrations qu'on a dans les manettes, qui sont souvent relativement intéressantes et crédibles et en même temps très limitées technologiquement, il n'y a pas besoin de s'équiper effectivement avec des gants, avec des vestes qui vont être compliquées, en particulier en période de Covid. Mais cette question de l'haptique, moi, me fait un peu penser aux idées préconçues sur le réalisme de l'avatar et de la nécessité d'avoir un avatar qui nous ressemble dans la vraie vie pour qu'on puisse avoir, comme on l'a là, une conversation qui soit crédible du point de vue des individus et de la connaissance qu'on a réciproque des uns et des autres. Et la crédibilité de l'avatar est, à mon avis, un faux sujet. Et je n'irai pas jusque-là pour le système de retour haptique, mais il me semble qu'il y a quelque chose de cette idée-là aussi, c'est-à-dire des idées de préconçues de gens qui n'ont pas l'habitude d'évoluer en réalité virtuelle et de faire des choses très variées comme on peut le faire dès à présent, et qui mettent en prérequis qu'on ait effectivement des sensations de poids, de résistance de mur pour que la simulation soit crédible. Ce que j'entends moi, de l'étude que tu nous présentes et qui a l'air effectivement vraiment intéressante, c'est que ce niveau de crédibilité qui se rapproche d'une réalité n'est pas une clé dans la crédibilité de l'expérience et donc dans sa mémorisation, et si on parle d'apprentissage, dans la mémorisation de ce qu'on doit apprendre dans le sujet. Et moi, ça me convient assez bien comme perspective parce que c'est effectivement ce que je ressens. C'est pas un enjeu, quoi. Le premier mouvement naturel quand les gens font de la réalité virtuelle, c'est en général de reproduire au plus près du réel des conditions. Et on s'aperçoit petit à petit, pour ceux comme nous qui ont la chance de pratiquer cette technologie depuis un moment, que, et tu viens de parler de l'avatar, il y a quelques logiciels où les avatars sont ultra simplifiés, représentent à peine une silhouette. Et au bout de quelques minutes, si c'est quelqu'un que tu connais, tu discutes avec lui comme si c'était lui qui est en face, etc. Donc on s'aperçoit que la réalité virtuelle n'a pas besoin des artifices du réel et que le cerveau compense en permanence de façon assez extraordinaire tout ce qu'il connaît du monde et il recode presque en temps réel des tas de bouts de réalité dont on n'a pas besoin au final pour échanger dans ces mondes-là. Et ça aussi c'est intéressant parce qu'on est souvent, nous, en création de contenu, confrontés à des gens qui veulent qu'on reconstruise à l'identique quelque chose, alors qu'il n'y a aucune nécessité pour avoir des sensations identiques d'avoir un environnement identique ou des actions identiques, au contraire. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça, c'est justement tout le travail aussi des créateurs, divers et variés, des artistes, de pouvoir représenter des imaginaires, parce qu'effectivement, on peut avoir un cadre peut-être limité, et quand on ne connaît pas, on se réfère à ce qu'on connaît. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, je me souviens des premiers temps du digital au XXe siècle, quand on appelait ça le multimédia. Vous avez connu ça, où la reproduction de ce qu'on connaissait, c'était un livre là, comme ceux qui sont sur la table, et on disait, c'est quoi un livre en digital? C'est un CD-ROM. Et la manière de construire les CD-ROM, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'on avait un menu, un index, des pages.
parce que on avait grandi La contrainte du réel. la contrainte de nos références. Et comme nos références évoluent, et ben justement, on fait pousser comme ça cette écriture, mais ça passe par des créateurs, ça passe par des initiatives, des créations un peu plus avant-gardistes, et puis un temps pour le public aussi pour adhérer, pour imaginer autre chose. Donc c'est un temps normal en fait. Aujourd'hui, on est un peu dans ce temps du CD-ROM version VR, et c'est aussi c'est ce qui est aussi excitant, je trouve, dans ce 2021 qui s'ouvre sur cette émergence de la XR à son âge. On va peut-être pas enfant parce que c'est plus ancien, mais c'est quand même le début, quoi. Ouais. L'adolescence, la jeune. Ouais. En même temps, sur la question de l'haptique, je pense qu'il ne faut pas être univoque, parce qu'il y a des tas de simulations qui ne vont pas nécessiter de retour haptique. La hauteur, par exemple, c'est carrément pas un enjeu d'avoir un retour physique. Il y en a d'autres, par contre, où c'est une vraie plus-value. Si on est sur des gestes très pointus, je pense en particulier au domaine de la santé, tu vois, sur l'apprentissage de gestes chirurgicaux ou pour les dentistes. Ouais. Il y a une entreprise qui fabrique depuis longtemps des dispositifs haptiques avec des retours de force qui sont relativement encombrants. Ça a différentes tailles, ça ressemble un peu à une espèce de lampe de bureau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les utiliser. Et si on n'a pas complètement une totale fluidité, on a quand même effectivement une précision qui, pour ces apprentissages-là, est une vraie plus-value par rapport à la totale liberté qu'on a sur d'autres apprentissages. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse univoque. Il y a quand même dans la grande majorité une faible nécessité d'avoir des dispositifs qui restent aujourd'hui technologiquement coûteux à produire et compliqués à embarquer physiquement. Les gants, tu parlais, les vestes, des combinaisons. Je n'ai pas eu l'occasion de tester la Tesla Suit, mais ça serait intéressant de voir ce que ça produit, puisque là, ils amènent effectivement la notion d'impact, de température. C'est vrai que sur des apprentissages un peu particuliers, ça peut avoir une plus-value. Mais je me demande s'il ne faut pas considérer ça comme deux temps de simulation, c'est-à-dire une simulation de premier niveau d'apprentissage où le retour haptique n'est pas nécessaire parce qu'on n'est pas dans cette dimension-là ou dans cette séquence-là. Et sur des fins d'apprentissage, pour des métiers particuliers, effectivement, de pouvoir disposer de dispositifs avec des retours haptiques, de retour de force, de sensation de poids, qui viennent compléter une première phase d'apprentissage, un peu comme aujourd'hui, on va faire une première phase d'apprentissage sur un simulateur et qu'ensuite on va se rendre soit dans l'engin de travaux publics, soit dans un avion pour prendre les commandes et avoir effectivement la sensation du réel. Il y a bien ces deux temps. Moi, sans être trop excessif, je pense qu'il y a toute une phase des simulations. On n'a pas besoin de retour haptique parce que c'est pas ça qu'on est en prendre. Mais avant d'aller sur la réalité, il y a peut-être effectivement un moment où ces retours haptiques, avec les contraintes qu'ils imposent et qui vont quand même être là présents, un intérêt, parce qu'on rajoute une couche de finesse et de précision qui peut avoir son intérêt. Et moi, ce qui m'intéresserait, ce qui me passionnerait même, c'est tout ce qui va être synesthésie, c'est-à-dire que effectivement, là, on parle effectivement de la représentation du réel dans les avatars, mais dans les retours haptiques, on a la même chose, c'est-à-dire je pousse avec ma main droite et j'ai une sensation dans la main droite. Ce qui est logique, puisqu'on essaye de simuler les réactions d'un monde virtuel, mais de manière physique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je pousse de la main droite, mais j'ai la sensation dans la main gauche ? Ouais. Comment est-ce que le cerveau va adapter, en fait, et comment est-ce qu'il va se reconnecter, qu'est-ce qu'il va créer, en fait, comme configuration. Et là, c'est passionnant, c'est-à-dire j'entends de la musique, ça va générer une certaine sensation dans mon bras, ou une couleur va provoquer un signal dans mon épaule, ce genre de truc. Et là, on est sur une page blanche totale en termes de perception. Alors, je sais qu'il y a déjà des expérimentations qui ont été faites par rapport au cerveau. Là, on est dans le domaine de la recherche et on va à nouveau gratter ce qui fait notre interface corps-environnement qui peut, alors là, on ne sait pas, c'est totalement c'est expérimental, mais qui peut révéler en fait des applications qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Absolument, oui. En tous les cas, je serais effectivement très intéressé qu'on puisse inviter les gens qui ont réalisé ces deux études, et en particulier la seconde, parce que cette perspective d'être deux dans le même corps,
C'est vraiment vertigineux. Oui, tout à fait. Ouais. Et déjà l'idée, avoir Une l'idée, tiens, on pourrait se mettre tous les deux dans le même avatar pour voir ce que ça fait. Ouais. Je trouve ça déjà vertigineux, en fait. Il y a une blague très salace à faire que je ne ferai pas, mais je crois qu'effectivement, c'est déjà relativement fréquent sur Internet. Dans le chat, on a Zazel qui nous dit que c'est de pouvoir expérimenter le fait d'être des Siamois, et c'est plutôt exact de ce que je comprends de ce que vous êtes en train de dire. Et effectivement, hein, on pourra inviter le plus tôt possible à vous rejoindre dans Engage les chercheurs en question pour qu'on puisse avoir le détail du papier par les personnes qui l'ont produit. Dans le monde physique, en fait, je vous invite à faire une expérience qu'on a partagée avec moi et qui est extrêmement étonnante par rapport à la dimension haptique. Il faut le faire avec une personne avec qui vous vivez en période Covid, quelqu'un que vous connaissez. Et en fait, chacun met la main contre la main de l'autre. Donc, on est main contre main. Et avec votre pouce et votre index, vous allez frotter en même temps sa main et votre main. Et en fait, le cerveau, il y a un truc très bizarre qui se passe, c'est que vous avez l'impression de vous toucher alors que vous touchez l'autre. D'accord. Donc, et je ne sais pas si vous avez compris l'expérience avec les mains en VR, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment étonnant. Et je pense que le cerveau est encore une machine qu'on ne connaît pas très bien. Et avec la VR, on va vraiment pouvoir expérimenter des sensations très, très particulières. Je vous invite à essayer chez vous si vous avez l'occasion. C'est vraiment étonnant. Ok. En tous les cas, peut-être pour conclure et passer au sujet dont tu venais de nous parler, dont je suis très curieux de voir quels ont été les résultats. À défaut de système haptique, il y a déjà quelque chose qui peut être fait assez facilement pour augmenter la qualité de l'immersion et donc les sensations qui sont perçues, c'est la spatialisation du son. On a de très bonnes relations avec RFI Labo qui travaillent, qui sont vraiment en pointe sur ce sujet. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion d'essayer, entre autres, moi, une expérience qui m'avait vraiment bluffé, qui était la transposition par l'ITRO du Alléluia de Leonard Cohen en réalité virtuelle en photogrammétrie et avec un son spatialisé de toute première qualité. Wow. Et c'est vrai que quand on arrive à avoir un environnement sonore qui est très soigné, et ça ne demande pas de technologie parce qu'elle est là, c'est juste du travail de code, on améliore quand même considérablement non pas les retours haptiques, mais en tous les cas la crédibilité ou une crédibilité de l'expérience qu'on va faire. Et on enrichit considérablement les perceptions et donc la capacité à tromper le cerveau. Et ça, je pense que c'est immédiatement une voie de progrès pour beaucoup d'immersion, juste d'acquérir les connaissances qui relèvent de l'ambisomie, donc de la spatialisation du son en captation et en codage. Et là, tout de suite, on a, avec aucune technologie supplémentaire, une amélioration des simulations et des sensations qui sont perçues qui est très significative. Oui, tout à fait. Absolument d'accord. Mais en tout cas, un sujet à explorer qui, à mon avis, va être un fil rouge dans la décennie. On va avoir des évolutions régulières. Donc, vraiment passionnant. D'Aurélie Player One, il s'équipait quand même d'un harnachement un peu plus sérieux que juste un casque et de façon à avoir ces sensations. Il faudrait qu'on arrive à trouver 3 rangs de budget au lab pour pouvoir commander, à défaut d'une Tesla Suite, au moins un gilet pour commencer à voir effectivement quelle est la plus-value de dispositif facilement accessible. La combinaison de Tesla Suite, moi je trouve ça compliqué parce qu'il y a des tailles, voilà, il y a des questions d'hygiène aujourd'hui qui sont un grand jeu, mais juste un gilet, ça peut être intéressant. On va essayer de s'équiper de ça. Pour en terminer, et on devrait avoir très prochainement par une entreprise française, on fera la communication à ce sujet-là, qui travaille sur un dispositif de méditation et de relaxation en réalité virtuelle et qui intègre ce dispositif dans un fauteuil. Donc là, on est vraiment dans du retour haptique. Un grand fauteuil qui produit de la température, des massages, enfin, qui est synchronisé avec
le contenu en réalité virtuelle qu'ils proposent. On va l'avoir assez prochainement en démonstration au lab. On fera une petite vidéo et puis ça sera l'occasion d'abord pour vous de venir l'essayer. Vous passerez au lab et vous êtes évidemment les bienvenus quand vous voulez. Et puis d'avoir une autre approche de ces sensations du domaine haptique en réalité virtuelle. La méditation en réalité virtuelle, ça marche toujours très bien jusqu'au moment où on dit fermer les yeux. Là, c'est hyper réaliste parce que ça ressemble vraiment à la sensation qu'on a sans le casque. Alors, je vais peut-être essayer dans le média. Ah oui, c'est toi. Donc là, tu voulais nous parler de ton hack de l'Assemblée nationale. Oui, mais j'ai des slides sur slide.com. Je ne sais pas si je peux les. Alors, si tu les as préalablement inclus dans tes médias d'Engage, tu vas pouvoir les afficher. Ah non, préalablement, non. Alors, attends, je regarde rapidement dans le menu. Non. Louis, est-ce que tu peux nous résoudre rapidement ce petit souci technique? Je l'avais déjà connecté. Si tu m'as envoyé les slides, je dois pouvoir les récupérer quelque part? Non, je t'ai envoyé 2 vidéos, mais moi j'avais préparé des slides dans slide.com. Il faut juste référencer le lien dans les médias d'Engage pour que tu puisses y accéder. D'accord, mais médias. Mais ça se fait hors de. Ah d'accord, ok. Donc du coup je peux pas y accéder maintenant. Eh ben oui, là on est en live, donc si c'est pas invité. Sinon, je peux t'envoyer je vais t'envoyer l'adresse du slide. C'est slide.com/Yassinaka. Et c'est le deck. En fait, je voulais repartir de. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de free roaming colocalisé pendant que tu règles cette question et après tu nous montres la scène? Super, on fait ça. Ok, alors on fait ça. Merci. Donc du coup, je sors de la chambre, de la pièce, mais je vous écoute toujours. Voilà, moi je voulais qu'on aborde cette technologie qui est un peu particulière, qui a un nom vraiment détestable pour les profanes, qu'on appelle donc du free roaming colocalisé. Et que la remarquable société française qui s'appelle Emissive, qui est partenaire d'HTC, et qui a récemment fait une levée de fonds assez importante auprès de la BPI, aux alentours de 3 millions, pour développer ce qu'ils appellent dans un langage plus acceptable des visites virtuelles collectives, et qui dans un premier temps sont vraiment destinées à la muséographie et au patrimoine, mais qui peut se décliner de bien des manières différentes. Et c'est ça dont je voulais parler avec vous ce soir. Donc, pour ceux qui nous regardent, l'image est en partie parlante. Donc le principe, ce qu'on appelle le free roaming, c'est donc la possibilité de se déplacer sans fil. C'est ce que amènent les casques autonomes, comme les Quest comportent, ou bien lorsqu'on va utiliser des simulations qui vont être beaucoup plus exigeantes en termes de qualité et de graphisme, c'est le fait de mettre ce qu'on appelle un backpack VR, c'est-à-dire un sac à dos qui est conçu pour porter un ordinateur portable et qui ensuite, évidemment, est relié à un casque de réalité virtuelle. Donc là, on est sur la possibilité de se déplacer librement pour un peu qu'on ait de l'espace. Et au lab, on a quasiment 200 mètres carrés, donc c'est très adapté à cette technologie. Colocaliser, c'est une notion supplémentaire qui est la vraie plus-value de cette expérience. Donc là, on est ensemble en réalité virtuelle avec le sentiment de présence et la conversation qu'on a, mais nos avatars n'ont pas de tangibilité, on n'a pas de retour haptique par rapport à la réalité. Donc on pourrait se traverser, si je me déplace, je vais pouvoir traverser les meubles ou te traverser toi, Olivier. La colocalisation, c'est une technologie qui est un peu plus sophistiquée et qui va accélérer très rapidement dans les années à venir, qui fait que les déplacements de ton corps physique sont synchronisés avec ton avatar. Et donc le principe de ce qu'on appelle donc le free roaming colocalisé ou les visites virtuelles collectives, c'est donc la capacité à mettre dans un espace vide, sans meubles évidemment, pour pas qu'on se cogne, 4, 5, 6, 8 personnes. Aujourd'hui, Emissive est en train de travailler sur des volumétries qui peuvent être un petit peu plus importantes que ça, mais ça commence déjà à devenir important. Aujourd'hui, il maîtrise parfaitement 8 personnes. Et en fait, on a 8 personnes qui sont dans le même espace physique. On chausse le casque de réalité virtuelle, et donc le backpack VR. Et à ce moment-là, on se retrouve
dans la virtualité sous forme d'avatar, mais si je te touche, là effectivement je ne peux pas, on est distant, alors que dans ce type d'expérience, on va avoir cette proximité, donc on va avoir un retour haptique, bien plus que ça. On a cette colocalisation, la symétrie entre les déplacements des personnes dans l'univers virtuel qui est complètement synchronisée avec les déplacements des personnes dans la réalité. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se passer des casques, puisque comme on est dans la même pièce, on se parle comme si on était dans la même pièce. D'ailleurs, on est dans la même pièce. Et là, on est au-delà du sentiment de présence, on est réellement ensemble dans la virtualité. Donc, c'est une technologie qui a la capacité à transmuter l'environnement réel dans lequel on est pour se projeter dans des environnements virtuels dans lesquels on ne peut pas aller pour mille et une raisons, ou bien de bénéficier des pouvoirs magiques, si on peut dire ça comme ça simplement, de la virtualité. Aujourd'hui, une des expériences qui était avant le confinement la plus facilement accessible, c'est quelque chose que je vous recommande à tous d'aller faire à la Cité de l'Architecture. Et c'est l'image que vous avez là, qui est cette expérience de scan pyramide. C'est donc la visite du plateau de Gizeh, sur lequel il y a la pyramide de Khéops, et avec une pédagogie absolument à 8 personnes, dont le guide. Vous allez visiter la pyramide de Khéops en groupe. Comme vous ne pourrez pas la visiter dans la réalité, puisque d'abord vous commencez en étant un géant pour appréhender le plateau de Gizeh, et ensuite vous allez pouvoir rentrer dans la pyramide qui, durant la présentation, va être évidée pour que vous puissiez percevoir les galeries, les chemins connus, inconnus mais soupçonnés, à l'intérieur de la pyramide. Donc là, on a vraiment le mélange des pouvoirs de la réalité virtuelle, en termes de taille, en termes de capacité à appréhender un environnement, et qui est augmenté de cette réalité d'un déplacement collectif. Et ça, c'est absolument stupéfiant comme technologie, et c'est assez difficile de la faire partager tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Donc, dans quelques semaines, au Lab, on aura la possibilité de proposer ce type d'expérience sur les contenus qui sont proposés par Emissive, parce qu'on est en train de nouer un très beau partenariat avec eux. Et dans ce partenariat, l'idée, elle est aujourd'hui, leur cœur de cible, il est vraiment de travailler sur les visites virtuelles de type muséographique ou de patrimoine, ce que fait un peu aussi Iconem sur la reconstitution de patrimoine qui aujourd'hui ont disparu. Et ça, c'est vraiment phénoménal. Mais moi, j'y vois tout de suite des intérêts pour le domaine de la formation, par exemple. Oui. Et probablement que vous vous souvenez de cette image qui a beaucoup été utilisée par HTC, où on voit un ciel avec des nuages dans lequel flotte un troupeau de baleines. Oui, et sur le troupeau de baleines, il y a ce qui semble être une maîtresse d'école qui tient une ribambelle d'enfants par la main. Et ça, pour moi, cette image, elle incarne parfaitement cette technologie. C'est la possibilité pour un enseignant ou pour un formateur, avec cette technologie, de les amener dans une pièce vide et de les emmener sur un lieu historique, de les emmener au cœur d'une molécule, de les emmener dans une centrale nucléaire et d'être dans la réalité parce qu'on se parle, parce qu'on se touche, parce qu'on est ensemble et qu'on se déplace collectivement, mais en même temps d'utiliser ces technologies pour faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Ouais. Donc voilà le sujet que je voulais discuter avec vous parce que pour moi, le potentiel est absolument considérable. Oui, absolument. Le fait de pouvoir effectivement partager, c'est vrai que étant pourtant un grand utilisateur de VR, je vois tout à fait ce que ça peut donner, mais j'imagine, j'aimerais bien tester, ce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. Ça doit vraiment être une dimension très particulière d'avoir cette réelle, ce contact possible, cette promiscuité avec l'autre, qui est à la fois un être réel à côté de moi, un groupe avec lequel je vais pouvoir échanger en direct, etc. Tout dans un monde virtuel, je pense qu'effectivement, à nouveau, ça ouvre des horizons assez incroyables. Comme tu le disais, alors on connaît cette expérience pour aller voir du plus petit au plus grand, mais pour l'instant, c'est tout seul, ou c'est à distance, ou c'est... mais là, pouvoir le faire en collectif, ça doit être effectivement il y a un avantage de l'apprentissage collectif, du retour en direct de ce groupe les uns vers les autres, et puis surtout finalement d'une émotion partagée qui va augmenter l'émotion individuelle, donc augmenter la qualité du souvenir, qui est vraiment une voie intéressante. C'est aussi une ouverture assez passionnante.
Et ça, effectivement, tant que, mais d'une manière générale, hein, c'est le cas pour la réalité virtuelle, tu n'as pas mis un casque, tu ne te rends pas compte de ce que c'est. Quand tu as mis un casque, tu comprends un peu mieux. Cette technologie, c'est vraiment effectivement la même chose. Et alors, ça fonctionne très bien pour la formation, mais on est en train de beaucoup travailler en ce moment, il y a un vrai sujet sur les réaménagements des espaces urbains. Et d'une manière générale, tu vois, tout ce qui est immobilier et concertation urbanistique, qui aujourd'hui se fait à partir d'images, voire à partir de modèles 3D, mais beaucoup de gens ont du mal à lire des modèles 3D parce que c'est pas spontané pour tout le monde. Sur la concertation urbanistique, par exemple, eh bien, tu prends un espace comme le Lab, où on a 200 mètres carrés de vide, tu amènes une dizaine de personnes, ils mettent le casque de réalité virtuelle avec le backpack VR, et tu peux faire apparaître la maquette du quartier, dont tu as effectivement la taille. Tu peux l'avoir avec un point de vue d'oiseau, très, très distant pour avoir une vue globale. Être en capacité de venir au Lab où on a vraiment un espace très valorisant pour pouvoir présenter à leurs clients et nous présenter aussi une espèce de point de démonstration permanente de la qualité de ces contenus dont on entend parler et qui sont pas si fréquemment et pas si facilement accessibles que ça. Pas encore, ouais, absolument. Donc ça c'est un peu un de nos objectifs en 2021 pour l'Immersive Learning Lab, c'est vraiment d'être un endroit où aussi ces merveilleuses technologies et ce merveilleux savoir-faire français devient plus accessible que ça ne l'est, puisque par exemple aujourd'hui, ce spectacle a été fait par Biancali et Backlight n'est visible qu'à Madrid. Oui. Ce qui est quand même très frustrant. Absolument. Est-ce que vous voyez-vous d'autres perspectives d'utilisation à ces technologies ou ça, en dehors de l'attrait, est-ce que ça vous suscite des idées? Oui, moi j'ai parlé évidemment l'apprentissage, ce qui tombe sous le sens, les expériences théâtrales, je pense à la musique aussi, effectivement de musiciens, enfin d'avoir un vrai groupe qui puisse jouer ensemble, non pas simplement de manière réelle et retransmise en virtuel, mais vraiment avec des instruments virtuels qui puissent partager, etc. Non, et puis peut-être effectivement tout ce qui est spectacle, théâtre, cinéma, c'est-à-dire comment est-ce que un cinéaste de demain, ça veut dire qu'il existe déjà aujourd'hui, va écrire une scène dans laquelle plusieurs personnages vont pouvoir être incarnés par des avatars, et à ce moment-là on revient à la question tout à l'heure de l'empathie. Comment est-ce qu'on... C'est un nouvel art en fait. Hein. Tu parlais d'un opéra avec Biancali. L'opéra, c'est justement l'art total par excellence parce qu'il vient superposer. C'est le premier art multimédia. La scène, la musique, la danse, le jeu théâtral, les costumes, etc. pour raconter une histoire, pour nous plonger finalement dans un monde virtuel sur une durée de 3 heures pour raconter une vie. Il y a des choses de cet ordre-là, vraiment. En plus, vu la situation Covid, la situation sanitaire et vu la situation désastreuse dans laquelle est le monde de la culture, je pense même qu'il faut faire très très vite parce qu'il y a une perspective aussi d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel pour l'univers de la culture qui est probablement vitale, à mon avis. Tout à fait, mais ça mériterait qu'on fasse un épisode de cet Expert Talk spécialement sur les questions de culture et les solutions qui sont aujourd'hui immédiatement opérationnelles. Pour renouveler les modèles économiques du spectacle vivant, en particulier dans la période qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, on se met ça de côté pour la prochaine fois. Effectivement, la capacité immédiate, là on est vraiment dans l'urgence économique correspondant à l'urgence sanitaire, de pouvoir proposer une nouvelle offre de présentation des spectacles. Et puis effectivement, ça laisse absolument rêveur sur cette capacité pour avoir eu la chance de participer à des expériences théâtrales avec des scènes où les acteurs où vous allez suivre les acteurs, etc. On sait que c'est toujours assez compliqué à mettre en scène dans le monde réel. Ce sont en général des spectacles qui ont une courte durée de vie, etc. Et puis ça reste compliqué. Beaucoup de troupes de théâtre l'ont déjà fait en jouant avec les temporalités, etc. Et là, on va s'apercevoir que ce qui était fait de façon relativement expérimentale ou en tout cas pas forcément mainstream,
Très clairement, cette rencontre qu'on avait déjà entre le gaming et le cinéma, on va pouvoir l'avoir avec les arts vivants. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est pour moi beaucoup plus important que le spectacle vivant rencontre le virtuel de cette façon-là, que finalement le gaming rencontre le cinéma où on est en train de s'y accrocher et c'est beaucoup moins intéressant au final, quoi. D'autant qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des inventions qu'on ne soupçonne pas, parce que les artistes ont justement cette capacité à aller plus loin que le cadre qui leur est proposé, et on est vraiment impatient qu'il y ait vraiment une appropriation massive du monde de la culture avec des instances comme France Immersive Learning, qui est vraiment un passage pour que le monde de la culture s'approprie ces technologies. Le monde de la culture n'a jamais peur des technologies, il est toujours plutôt en avant-garde, mais que maintenant qu'on commence à avoir un public, qu'on puisse assez rapidement proposer, en plus des expériences gaming, des expériences de spectacles musicaux, théâtraux, de danse et autres. C'est toi, Olivier, qui, lors d'une précédente conversation, nous avait parlé de The Underpresent. C'était moi, oui. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, donc, c'est bien ce théâtre collectif en réalité virtuelle qui se fait aujourd'hui dans The Underpresent. Oui, complètement, mais c'est la base du théâtre. Hein, c'est l'espace vide de Peter Brook. À partir du moment où on a une scène et des gens qui regardent, c'est déjà du théâtre. Donc là, on est tous les trois sur une scène, il y a des gens qui regardent, on est déjà dans une expérience théâtrale. Donc les choses sont codifiées et le virtuel apporte une dimension, justement, on peut aller plus loin que ces codes. Parce qu'on peut aller ensemble, on peut marcher, cheminer. Donc la technologie du coup de free roaming est super intéressante. On peut cheminer dans un décor avec le metteur en scène, les acteurs, le public n'étant pas forcément visible. Hein, il y a plein de choses à imaginer. Et là-dessus, j'y crois énormément et je pense que ça serait même important assez rapidement qu'il y ait cette rencontre même formelle entre l'univers de la culture et l'univers XR. Ouais. C'est très exactement ce qui se passe dans Scan Pyramide, hein, c'est qu'il y a une scénographie de façon à pouvoir évoluer dans une pièce qui fait plus de 200 mètres carrés, je crois, presque 300, où effectivement on chemine pendant toute l'heure que dure la visite virtuelle. Et pour le coup, ils ont vraiment mis en place une scénographie qui permet de reprendre un cheminement quand on est arrivé à un bout de la salle, qu'on ne voit pas évidemment parce qu'on a un casque, mais qui participe de la visite et de l'expérience. C'est absolument à vivre. Hein. Ça devrait rouvrir prochainement, c'est vraiment à vivre. Je pense même, et il faut que je le vérifie, mais je crois que ma sœur a travaillé sur ce projet. Je vais lui demander. Elle travaille très régulièrement avec Amy. En tous les cas, c'est une des expériences de réalité virtuelle les plus extraordinaires que j'ai eu l'occasion de faire. Cité de l'architecture, dès que ça a rouvert, précipitez-vous pour appréhender cette technologie et cette scénographie qu'on évoquait. Oui, je vous confirme, ma sœur a travaillé dessus et ma mémoire me revient. Vivement qu'on puisse remplacer les chips de son cerveau. Yacine, raconte-nous ce que tu as fait à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Parce que ça a l'air absolument passionnant. Ok, alors je vais vous raconter ça, mais je vais vous faire en fait une petite intro. Donc là, j'ai mis les slides sur slide. Louis, est-ce que tu peux me confirmer? Parce que là, dans les médias, je suis toujours sur les pyramides. C'est toi qui as la présentation. Il faut que Nicolas te donne les accès aux médias. Okay. D'accord. Ok. Alors en fait, la première expérience de talk qu'on a faite, voilà, Load Media, My Media, et voilà, donc c'est bon. La première, en fait, je vais vous reparler rapidement d'Elix, puisqu'on a fait un premier expert talk, je pense, qui n'a pas été diffusé, parce qu'on avait des petits soucis de son. Et c'est là à cette occasion qu'on avait parlé d'ailleurs à la fois du spectacle de Michel Jarre, de Underpresent et cette dimension culturelle sur la culture. Et moi, je vous présentais rapidement, c'était une façon de me présenter aussi, je vous présentais Elix, qui est le premier ambassadeur virtuel des Nations Unies, donc évidemment quelque chose à faire, parce qu'il est aussi par sa nature un ambassadeur virtuel. Elix qui est né il y a 10 ans, on va fêter ses 10 ans cette année,
Comme vous voyez sur l'image, qui était une forme de réalité augmentée low-tech à travers un carnet qui nous permettait de promener ce dessin, on l'a dit, mais de le faire réagir à la réalité. Donc, réalité augmentée, pas entre le digital et le monde réel, mais entre l'imaginaire et le monde réel, en passant par le digital, qui étaient les réseaux sociaux au début de cette décennie, jusqu'à devenir ambassadeur des Nations Unies. Mais c'est finalement très ancien, puisque mon histoire, c'est il y a 20 ans, la création d'Electronic Shadow. Vous voyez cette image qui est le premier mapping vidéo, puisque à l'époque, c'est une invention qu'on avait brevetée et qui nous a emmenés pendant plus d'une décennie dans toute la création digitale et la création virtuelle, tout le fait qu'on ait tous ces amis communs et toutes ces références communes, et donc j'en reparlerai plus en détail. Et en 2021, donc les 10 ans de l'émergence de la XR, en fait, on a la rencontre des deux, c'est-à-dire que Elix qui sort de son carnet et qui vient dans le monde réel. Donc ça fait un certain temps, on fait quelques expérimentations, mais comme vous le savez, on a créé en 2018 la Fondation Elix, qui est une fondation sous l'égide de la Fondation FAST, donc qui est reconnue d'utilité publique, qui œuvre à la fois pour la résolution des objectifs de développement durable, donc qui nous emmène jusqu'en 2030, la transformation générale de notre cadre de vie pour essayer de mettre un terme aux crises systémiques auxquelles on assiste, à crises écologiques, sociales, économiques, et en même temps de le transformer à travers l'innovation. Donc, on a une jambe sur les objectifs de développement durable, cette vision systémique, et puis une autre jambe qui est liée à l'exploration de nouveaux usages. Et qui dit nouveaux usages dit évidemment ce qui nous réunit aujourd'hui, XR au sens large, VR et réalité augmentée. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'opportunité et on a ouvert aujourd'hui, si j'arrive à passer à la slide. C'est normalement un bouton en bas. Non, c'est certainement pas ça. Hop. Dans ta fenêtre de navigateur, tu as une espèce de petite flèche qui est tout à fait en bas à droite de l'écran quand tu affiches ton écran. Ouais. Je ne la vois pas. Attends, je sais ce que je vais faire. Excusez-moi. Vous allez. Hop. Hop. Voilà, c'est bien. J'arrive pas à changer de slide. C'est relativement dommage. C'est bêta. Bête, edit. Attendez. Ça fait partie, les premières émissions VR, on a forcément waiting. Voilà. Hop. Voilà. Et ben en fait, qui nous amène à inaugurer aujourd'hui, donc lundi 13 janvier 2021, début de la décennie, cette exposition avec l'Assemblée nationale, donc sur les grilles de l'Assemblée nationale, qui est une exposition sur les objectifs de développement durable, donc les 17 objectifs sur 19 panneaux et toute une série de visuels, d'explications, d'infographies et un volet en réalité augmentée. Donc je pense qu'il va être probablement la première exposition en réalité augmentée de l'Assemblée nationale. Déjà, c'est la première exposition à l'Assemblée nationale depuis 10 ans, donc on n'avait pas de réalité augmentée. Mais en fait, sur chacun des panneaux, on va trouver un QR code. Un QR code qui va nous emmener sur une page web et sur lesquelles on va retrouver les différentes affiches. Et en appuyant sur les affiches sur son téléphone, on va pouvoir ouvrir l'extension de chaque... S'il vous plaît,
de chacune des affiches en fait devant le in situ. Donc vous pouvez aller pour les Parisiens devant l'Assemblée nationale où on a les 19 panneaux qui sont sur les grilles, et on a également une version digitale, c'est-à-dire que vous pouvez faire l'ensemble de cette expérience sur votre ordinateur, c'est-à-dire que vous allez sur le volet à cette adresse, elix.net/expo-odd. Attendez, une seconde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un peu moins de bruit. Et sur lequel, en fait, à partir de votre ordinateur va être l'équivalent des affiches qui sont exposées, et vous allez utiliser votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur pour avoir également ces informations qui vont sortir de l'écran, qui vont donner des précisions sur les différentes cibles des objectifs de développement durable, des liens supplémentaires, des décors qui vont, par exemple, sur le thème de la biodiversité, on a une forêt qui pousse comme ça devant l'Assemblée nationale, comment ça s'appelle, une baleine comme ça qui plonge d'un bord à l'autre. Donc c'est une expérience, mais en fait voilà, qui fonctionne depuis tout à l'heure, qui est à la fois l'idée de rentrer de plein pied dans cette décennie qui est la décennie de l'action des Nations Unies, mais qui va être également la décennie de la XR, à travers ce croisement justement entre les deux, entre les enjeux globaux des objectifs de développement durable, et aussi de proposer cette approche de médias qui, à mon avis, est compatible avec leur résolution dans cette notion de régénération, à savoir que on va concevoir réellement des nouveaux services, des nouveaux produits qui vont intégrer cette dimension digitale, cette ombre électronique, comme on disait en 2000, au moment de la conception, sans qu'elle vienne se superposer à l'objet lui-même. Et en ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important et très symbolique, évidemment, que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, fasse tomber le rideau sur ce dispositif, et que les députés puissent prendre possession de quelque chose qui est déjà là et sur lequel on en parle souvent entre nous. La France a quand même de beaux atouts à faire valoir, y compris en situation Covid, en situation de détresse économique, sanitaire, sur lesquels on est obligé de rebondir très vite. Donc c'est un des autres aspects, c'est que si demain on était reconfiné, l'exposition pourrait continuer à vivre malgré tout à travers un écran d'ordinateur où vous pouvez projeter les images, etc. Et on pourrait avoir exactement le même type d'expérience avec son téléphone. Donc, ça est ouvert aujourd'hui. Allez-y, essayez. Je vous engage, je vous encourage à aller voir, à prendre des photos, à filmer, à partager, à nous faire vos retours. C'est une V1, donc évidemment, en 2021, ça pourra s'améliorer. Mais on voit déjà Elix, qui, là, on le voit sur la deuxième image. J'ai envoyé des vidéos à Louis, peut-être qu'il pourra nous les passer, ou peut-être qu'il les passe pendant qu'on est en train de parler, qui est en mouvement, en fait, qui passe vraiment dans notre monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est le cas avec tout ce qui est en réalité augmentée, c'est que on vit dans un monde d'images. Les gens s'envoient des dizaines de photos par jour, et finalement, la photo est de toute façon, quoi qu'il arrive, un message virtuel. Et quand on superpose des éléments de décor supplémentaires, des éléments d'information, et qu'on ne reçoit que la photo, c'est très compliqué de savoir ce qui est de l'ordre du réel, ce qui est de l'ordre de l'image. On recompose vraiment une tierce réalité, vraiment cette réalité mixte, tout ce qu'on disait à l'époque d'Electronic Shadow, cette réalité hybride. Et en ça, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, puisque c'est aujourd'hui que ça commence, le 13 janvier 2021. C'est absolument remarquable, vraiment. Et ce que je trouve absolument... Alors, il y a vraiment plein de choses qui sont remarquables dans cette opération. Et Olivier, qui est un grand expert de la réalité augmentée, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que l'utilisation de cette technologie a été pensée dès le début. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est replégué sur une opération, mais qui est constitutive du média que tu proposes dans cette opération. Et ça, c'est effectivement assez nouveau. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? Oui, c'est nouveau, puisqu'effectivement, la réalité augmentée
a malheureusement souvent le triste rôle de venir rajouter des choses à quelque chose qui existe. Et il est difficile aujourd'hui de trouver des gens qui l'intègrent dès la conception de l'exposition, de l'objet, du produit. Et comme tu le disais très justement, Yacine, effectivement, on va pouvoir se dégager d'une certaine partie du physique et tout en amenant autant, voire plus d'informations, beaucoup plus de souplesse. Comme tu le disais aussi, pour bien connaître cette technique, effectivement, j'ai pas besoin d'aller à Paris pour la voir, même si elle sera plus spectaculaire en termes de taille par rapport à un device, de la voir là. Et encore, à partir du moment où les trackers vont réagir à mon iPad, je les aurai dans la même taille dans mon salon. Absolument. Absolument. Et sur ce volet-là, d'ailleurs, en fait, c'est ce qui est vu avec l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Donc, c'est pas une expo parisiano-parisienne. On l'inaugure à l'Assemblée, et ensuite, elle va partir en région. Dans les lieux qui pourront l'accueillir, parce qu'elle est itinérante. Et là, pour le coup, on a une exposition digitale qui fonctionne avec des bâches imprimées. Donc, ouais. C'est très très souple. C'est quelque chose qu'on met dans un tube, qu'on envoie en région, qui n'a pas de coût de transport particulier, et sur lesquels, là, pour le coup, pour avoir fait des dizaines d'installations technologiques très lourdes, avec des projecteurs, avec des serveurs, des ordinateurs, des câbles, des choses très très connectées, on a une expérience qui est pour le coup très très frugale et du coup très compatible avec cette notion de développement durable qu'on essaye dont on essaye de montrer qu'elle n'est pas du tout incompatible avec des technologies digitales qui vont au contraire être vitales pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et effectivement, avec la réalité augmentée, on a le plus gros avantage que j'y vois, moi, en tant qu'ancien communicant et utilisant ces technologies, c'est qu'on va s'engager c'est-à-dire qu'on fait une action pour aller voir le message. Et ça, c'est absolument fondamental quand c'est utilisé justement dans cette dimension, dans cette thématique environnementale, c'est qu'on n'a pas une énième affichage, un énième message non, c'est à nous de faire une partie de l'action pour découvrir une partie du message. Et ça, en marketing et en communication, c'est d'une efficacité absolument redoutable par rapport à des millions de messages auxquels nous sommes confrontés au fil des ans. Là, il y a un moment où on s'arrête, où on prend un device, où on va rentrer en communication avec un outil qui va nous montrer des choses. Et là, il y a quelque chose qui est retenu, on le sait aujourd'hui, et donc c'est une technologie qui est, encore une fois, complètement sous-exploitée en termes d'outils de communication, alors qu'elle est redoutablement efficace, et finalement, comme tu venais de le dire, assez frugale en termes... Tout le monde a un iPhone, un smartphone, pardon, tout le monde, toi, tu as imprimé sur une bâche. On est dans des dimensions économiques relativement souples. Alors bien sûr, il y a la création des animations et du contenu ERA, mais là aussi, finalement, en fait, si, mais c'est là où c'est intéressant, c'est que on veut qu'il y ait une économie, on veut qu'il y ait des échanges, on veut qu'il y ait de la richesse, on crée de la richesse. Mais cette richesse ne va pas porter sur une dimension matérielle, elle va porter sur la connaissance et l'immatériel. Et donc là, on bascule dans l'économie de la connaissance, dans l'économie de l'immatériel, où ma connaissance, elle peut être dupliquée justement sans coût environnemental, contrairement à un objet qu'on devrait mettre, une sculpture, un objet physique. Si je veux le dupliquer, il me faut 2 fois plus de matière, Absolument. Il me faut des machines, et finalement, là, ces bâches-là sont des médias, parce que aujourd'hui, elles portent ce message-là. Si demain, on veut faire une mise à jour du message qui est transporté ou de l'expérience qui est transportée, on va encore une fois, être sur de l'économie de l'immatériel. Alors, évidemment, je précise, tout le monde, enfin, comment dire, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Derrière, il y a évidemment du matériel informatique, il y a évidemment de l'énergie, il y a évidemment, voilà, c'est pas de l'immatériel absolu, mais c'est sans commune mesure avec justement un équivalent matériel objectivé, et c'est dans cette direction-là, en tout cas, qu'on peut imaginer un design différent pour la décennie qui démarre et qui doit rencontrer à un moment donné ces objectifs de développement durable.
Est-ce que tu veux bien nous tirer un peu le rideau de ce que ça a représenté comme temps de conception, éventuellement comme investissement, sans rentrer dans des secrets de fabrication, mais qu'est-ce que ça a représenté comme travail pour produire 19 animations en réalité augmentée à partir de ces bâches? Alors, c'est très compliqué parce que, comme je vous ai dit, Elix a 10 ans. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de matériel. C'est une bibliothèque, hein, il y a beaucoup de matériel existant. Et sur le volet réalité augmentée, en fait, tout n'a pas la même profondeur, complexité. Si on voit le premier panneau, par exemple, sur l'éducation, le visuel sur la Journée mondiale de l'éducation, ou le visuel pour l'UNESCO, ou la vidéo qui est un lien YouTube qu'on voit à droite, sont des choses qui sont préexistantes. Donc en fait, c'est une mise en scène d'un travail d'une bibliothèque existante. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de quantifier ce temps, oui, parce que je pourrais parler du temps de réalisation de ça, mais ça serait impossible si la matière n'était pas là précédemment. Des éléments qui ont été adaptés, qui ont été remis en forme, mais finalement, effectivement, voilà. C'est difficile de quantifier ça, puisqu'il y avait du temps de création préalable. C'est ça, exactement. Après, bon, pour les outils, hein, je vais le dire très simplement, parce que si on va sur la page, on va s'en rendre compte très vite. J'ai utilisé la plateforme d'Adobe, qui est encore expérimentale, hein, qui s'appelle Aero, qui est extrêmement instable. L'application est encore en bêta sur la version desktop. Ça plante énormément. Quand on crée sur l'ordinateur et qu'on le visionne sur le téléphone, on peut plus l'ouvrir sur l'ordinateur. Donc, c'est absolument pas du tout confortable. Encore, c'est une horreur totale. Mais en même temps, il y a cette jouissance de pionnier de travailler avec des outils qui sont pas super stables, où il y a plein de fonctions qui manquent de base, de copier un comportement, de le mettre sur un autre objet. Il faut tout faire à la main. Donc, il y a ce côté un peu très, très artisanal qui correspond bien à ce moment un peu pionnier. On attend justement que, évidemment, le niveau de qualité des applications d'Adobe vienne se poser sur cette expérience qui... C'est vrai que c'est un logiciel de chez Adobe qui est quand même assez fascinant par rapport au niveau de qualité auquel ils nous ont habitués, au niveau de perfectionnement qu'atteint aujourd'hui Photoshop, par exemple, qui intègre directement du machine learning ou du retravail d'image en temps réel absolument époustouflant aussi. Et effectivement, Adobe Aero, pour nous qui faisons de la réalité augmentée depuis des années, alors on se sert de Unity, d'ARKit, d'AirCore, etc. C'est un outil complètement bricolage et qui n'est pas inintéressant au final parce qu'on découvre une certaine naïveté, une certaine candeur. Par contre, effectivement, je pense qu'en termes de stabilité, vous avez dû avoir quelques frayeurs par moment ou quelques moments. Oui, après on trouve toujours des solutions. Maintenant on a une base qui est assez, mais c'est aussi ce qui est intéressant de trouver tout un chemin en fait, une interface aussi pour aller chercher les contenus. Mais c'est clair que c'est pas confortable pour travailler, mais il y a quand même cette souplesse du travail avec les médias, entre les éléments 3D. Là vous voyez Elix qui court sur cette roue des ODD, une animation qui tourne sur elle-même, des éléments, des liens, des vidéos, etc. C'est l'avantage d'Aero, c'est quand même aussi sur le plan économique par rapport à des solutions existantes sur abonnement ou des choses comme ça. C'est très facile à mettre en place. Voilà, demain, si demain il y a un projet à faire, on peut le faire dans un cadre économique contraint. Et c'est largement suffisant pour montrer les perspectives. Pour montrer ce qui est possible. Moi, j'ai fait la démonstration ce matin à Richard Ferrand. C'est convaincant. On peut convaincre des décideurs de l'intérêt de la réalité augmentée, de tout ce qu'on peut faire avec ça, et derrière, évidemment, passer sur des productions plus lourdes. Mais dans ce cadre-là, enfin, vous irez voir, vous me direz, monsieur. Ah, très volontiers. L'activité de samedi, ou de dimanche. Et vous pouvez essayer sur votre télé, par exemple, de projeter le site sur la télé. Et ensuite, au niveau de l'interface, en fait, c'est la même page qui sert d'interface pour rappeler les contenus en réalité augmentée et qui sert de support, c'est-à-dire sur lequel on a les posters. Donc, il faut à la fois
slider sur son téléphone et sur son écran pour avoir le contenu qui correspond à ce qu'on regarde. C'est comme ça que j'ai designé ça. Mais c'est sympa, enfin, ça marche bien, ça fonctionne. On a le truc qui sort, on peut rentrer dans les contenus et puis en apprendre plus déjà sur les ODD et sur les différentes cibles, ce qui ne gâte rien parce qu'on est un peu en retard à ce niveau-là. Un petit peu. Ce qui est en même temps carrément bluffant, c'est que tu as réussi à faire ça toi avec tes propres moyens. C'est quand même très spectaculaire que tu arrives à produire un résultat mi-technologique, très innovant, en étant seul. Si je comprends bien, tu as travaillé seul sur ce projet, en fait, sur la partie techno. Ouais. Tu n'as pas fait appel à une agence, comme tu aurais pu faire appel à celle de Légy, par exemple, comme beaucoup d'autres gens. Tu as autoproduit cette exposition. Hein. Oui, donc encore une fois, j'ai un long background et passé de création digitale. Cette chose-là n'est pas forcément la plus compliquée que j'ai pu créer, mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant en fait dans cette phase exploratoire de nos métiers, c'est d'avoir des outils qui permettent de prototyper très rapidement. En fait, c'est indispensable. C'est-à-dire que si on a des outils qui sont trop complexes trop vite, on met de côté toute une partie des designers, de créateurs, d'artistes qui pourraient en fait innover à travers. On peut avoir une grammaire très très simple pour fabriquer des choses incroyables. Tu as parlé de Tiltbrush la dernière fois. En soi, le logiciel est assez limité et pourtant on a vu des choses quand même absolument incroyables. Je pense à Quill sur Oculus, qui est pareil, qui est très limité, mais qui permet de faire des choses où là, la différence entre quelque chose de très décevant et quelque chose de complètement dingue, c'est un talent qui n'a pas grand-chose à voir avec la techno. Et ça, c'est intéressant, je pense, de dire aux jeunes qui s'intéressent à ce sujet-là que finalement, pour un investissement assez minime, ils ont déjà une palette d'outils qui leur permet de faire des choses sans être un studio de cinéma ou un studio de pop, etc. Et ce qui nous permettra aussi de révéler des talents qui n'auraient pas accès forcément à ces technologies. Tu as parfaitement raison. Il y a, le phénomène existe depuis que Spark AR, donc le soft qui permet, produit par Facebook, qui permet de créer de la réalité augmentée sur Facebook et Instagram, comme le Lens Studio de Snapchat. Ce sont des outils qui demandent, qu'on peut prendre en main en 1 heure ou 2, pas plus. Et on a aujourd'hui une communauté de gens qui se sont regroupés sur les réseaux sociaux, une communauté internationale, et c'est assez fascinant de voir des gens qui ont une vingtaine d'années et qui ont pour clients Pepsi en Angleterre ou L'Oréal en France, alors qu'ils sont encore en train de faire des études d'ingénieur ou des études artistiques. Et c'est ce que tu disais est vraiment fondamental, c'est qu'effectivement la facilité de prise en main permet de ne pas éliminer entre guillemets tous les gens qui n'ont pas X années ou mois de formation professionnelle sur des logiciels relativement sophistiqués, mais qui peuvent entre guillemets finalement ce qu'on fait nous de temps en temps encore, reprendre un papier et faire des crobards un peu partout. Là tu fais des crobards digitaux et puis si tu as du talent, tu vas Spark AR peut donner des trucs absolument inintéressants, et il y en a beaucoup malheureusement, mais aussi des trucs assez fascinants parce que quelqu'un va avoir une certaine poésie, un discours, un langage, s'exprimer, et cette communauté, elle est née de rien du tout, d'un logiciel qui est a priori plutôt frustre, et ils ont et on voit cette communauté détourner ce logiciel, s'en amuser et créer des choses parfois extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est dans les deux sens, parce que je pense qu'il faut aussi montrer aux éditeurs qu'on utilise ces solutions et qu'elles sont justement, que pour l'instant elles sont limitées. Là, tout à fait. On ronge un peu notre frein, et j'espère qu'Adobe ira voir ce qu'on a fait sur l'Assemblée nationale, parce que on a envie qu'ils investissent sur ce sujet-là et qu'on passe rapidement dans une version stabilisée et qu'on sorte de la bêta, qu'on ait des fonctionnalités qui sont les fonctionnalités de base qu'on peut avoir sur les suites
plus professionnels, parce que déjà ça va nous faire gagner du temps, mais parce que ça va ouvrir aussi pour eux et pour l'ensemble des acteurs un marché qui est au-delà du symbolique. Enfin, je pense qu'on est vraiment en présence d'une industrie qui est basée sur la connaissance, mais sur tous les sujets dont on a parlé, qui changent énormément de choses. Donc là-dessus, on est un peu content parce que c'est expérimental, mais un peu frustré que ça n'aille quand même pas plus vite et que les solutions plus stables soient vraiment hors de... Enfin, je veux dire, il y a un gap qui est énorme. Entre ce qu'on peut Le gap est vraiment énorme. Il est énorme. Et c'est vrai qu'en plus, Aero est sorti, il a sorti un petit moment quand même. Hein, oui, ça fait 2-3 ans qu'on fait des petites tests. Une boîte comme Adobe pourrait quand même mettre, alors que la réalité augmentée se développe de façon exponentielle, notamment dans les pays anglo-saxons ou en Chine. La France est un peu moins touchée par le phénomène. On a aujourd'hui, hors période Covid évidemment, mais on a 110 millions d'Américains qui ont chaque jour une expérience de réalité augmentée, qu'elle soit culturelle, artistique, comique, marketing, etc., etc. Donc il y a aussi un enjeu, il y a un retour sur investissement et il y a un modèle économique absolument énorme en train de se développer. C'est assez bizarre que Aero n'évolue pas plus vite que ça. En général, Adobe, si tu nous écoutes. Non, mais on adore, hein. En plus, vraiment, c'est vraiment super, mais on a envie d'aller un petit peu plus loin et on est impatient surtout. C'est plus ça, c'est se dire, voilà, en 2021, on peut déjà faire ça, mais on aimerait pouvoir avoir l'équivalent d'un After Effects ou d'un Photoshop de la réalité augmentée. Je pense que ça changerait tout de suite la donne au niveau de la création, mais aussi au niveau des usages et des services. Ah. On a un bruit de fond. Voilà, c'est. Bon, ouais, ça a l'air absolument passionnant. On va courir voir cette exposition pour les Parisiens dès ce week-end, parce que je suis vraiment curieux de voir ça. Et c'est vrai que la réaliser à l'Assemblée nationale, qui est quand même un monument absolument pilier de notre vie quotidienne. De la République, et de la République. C'est une magnifique opération, vraiment bravo. Merci beaucoup. Merci. J'étais content de partager ça avec vous parce que voilà, il faut qu'on sorte du placard. Tout à fait. Parce que quoi qu'il arrive, c'est le sens de l'histoire. Donc on est très content aussi que l'Assemblée nous ait fait confiance et s'engage sur cette voie. Et je pense que ça intéressera aussi les différentes circonscriptions où on ira en région. Et puis écoute, je vous propose de clore cette conversation parce que ça fait 1h30 et le temps passe tellement vite. Concluons sur cette très belle opération et sur cette chouette expression de « il faut qu'on sorte du placard ». C'est bien ce qu'on va faire, c'est bien ce que vont faire les technologies immersives en 2021. Je crois qu'il n'y a plus de doute à ce sujet. Et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre ces passionnantes conversations avec des nouveaux sujets qui seront apparus cette semaine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, et je me suis permis d'inviter parmi nous, alors on verra comment le faire, mais Roy Amit, qui travaille à la Réunion des musées nationaux et au Grand Palais, et vous avez sans doute entendu le consortium qui s'est monté au Grand Palais justement autour de leurs opérations de réalité mixte. Oui. Je pense que ce serait vraiment très intéressant qu'on ouvre notre cercle. Absolument. Tout à fait. De la vie de la société qui sont déjà en train de s'emparer de ces technologies. C'est, me paraît, une absolue nécessité. Maintenant qu'on a fini de digérer la rentrée, qu'on a fini ces 15 derniers jours, beaucoup d'activités de reprise, on va pouvoir prendre un peu de recul et préparer ces conversations hebdomadaires avec un peu plus de temps et les ouvrir d'une part à des invités, puisqu'on a tous dans nos relations des gens qui font des choses extraordinaires et qui méritent qu'elles soient mises en valeur. Et puis aussi inviter des spectateurs à nous rejoindre, puisque l'intérêt de la plateforme Engage, c'est qu'on pourrait avoir une quarantaine de personnes qui seraient avec nous présents dans les environnements qui nous sont accessibles, ce qui donnerait une autre dimension à cette conversation. Mais il faut qu'on arrive effectivement à communiquer un peu plus en avance.
qu'on a réussi à le faire jusqu'à présent. Ça va faire partie des enjeux des mois à venir. Donc, faisons ça et avec grand plaisir, parce que j'ai aperçu cette actualité, ça a l'air extrêmement intéressant ce qui est en train de se préparer au Grand Palais. Absolument. Et je pense par rapport à ce que tu es en train de dire, de rappeler que justement les rencontres physiques étant très compromises en ce moment, d'imaginer ce public parmi nous et ces échanges derrière, c'est justement tout ce que nous a coupé la Covid. Et je pense qu'il faut qu'on ouvre la voie pour que ça puisse se faire, se généraliser. Il faut absolument qu'on communique préalablement à nos experts pour pouvoir inviter les gens qui voudraient nous rejoindre en réalité virtuelle. Et puis, effectivement, j'ai grande impatience à rencontrer cette personne et toutes les personnes qu'on aura l'opportunité d'inviter à ces conversations. Super. Messieurs, c'était un grand plaisir à nouveau. Merci à toi, Nicolas. Merci Nicolas, merci Louis, merci Olivier, puis à très bientôt, ici ou dans un autre décor. On sera peut-être sur Mars la prochaine fois. Merci beaucoup, messieurs. Gardons Mars. Et merci aux personnes en live avec nous de nous avoir suivis. Vous restez avec moi puisqu'on va discuter quelques minutes sur le format qu'on vient de vous présenter, savoir si ça vous plaît, s'il y a des choses que vous voudriez voir évoluer. Voilà, on a 20 petites minutes avant que notre ami Virtual Go arrive pour la suite. Pour ceux qui nous regardent en replay sur les VOD, venez nous voir en live parce que vous pouvez échanger avec nous et surtout demain vous pourrez nous rejoindre directement dans Engage pour avoir une interaction encore plus fine avec les speakers et je note, messieurs, que vous vous engagez à faire de la communication autour de l'événement, à inviter des gens et à préparer en avance les émissions. Je serai attentif et je saurai vous rappeler toutes ces choses. Merci beaucoup en tout cas et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Louis. Merci. Au revoir. Bonsoir à tous. Alors pour ceux qui sont encore avec moi sur le live, je voudrais votre avis sur un petit peu ce qui se raconte. Est-ce que le format vous plaît? Est-ce que sur Engage vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous pourriez référer juste du Fastcam? De toute façon, le temps que vous réfléchissiez, il faut que je vous parle rapidement du programme de demain. Demain, sur le Meetup, on a une entreprise qui viendra nous parler de storytelling en AR, ce qui va être un sujet que j'espère vraiment intéressant, puis en rupture par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Bien sûr, après, les news pour continuer dans les informations professionnelles et puis voilà. Et donc la semaine prochaine, on reprend l'Expert Talk toujours à 18h. D'ailleurs, si vous souhaitez voir des sujets traités, s'il y a des questions qui vous taraudent sur les Expert Talks, n'hésitez pas du tout à nous le dire dans le chat, soit pendant l'événement, soit après, soit en nous contactant sur les divers réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn. On a un Twitter qui n'est pas très actif, mais promis, on est en train de le relancer pour essayer de faire un peu mieux. Et voilà pour nous dire... J'ai une grosse baisse de micro. Ah ouais, je suis en train d'essayer de le régler un petit peu pour que ce soit fin. Et j'ai peur que... parce que j'ai enfin le nouveau micro. Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez là? Ou alors je parle dans le vide depuis tout à l'heure, ce qui est assez terrible. Dites-moi... dites-moi, est-ce que ça y est, vous m'entendez? Je peux pousser un peu... Normalement, ça devrait le faire. Dites-moi dans le chat si c'est bon. S'il vous plaît. C'est un peu mieux là. Ok. On peut monter encore un peu. En tout cas, voilà. Si c'est vrai, je pousse un peu tous les potards à fond sur ça et on va voir ce que ça donne. En tout cas, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous disais que on va travailler sur les sujets des Expert Talks. S'il y a des sujets qui vous intéressent à être traités, n'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous souhaitez voir.
Et nous, on s'assurera de transmettre l'information aux différents speakers pour qu'eux puissent se renseigner sur les sujets s'ils ne les connaissent pas, inviter les personnes. Ok, je touche plus à rien sur les boutons, promis. Dis-moi si ça va sur le son. De toute façon, j'ai l'impression que ça devrait aller. Ça n'a pas été le soir de la technique, en tout cas ce soir, ça c'est une évidence. Merci pour le follow en tout cas, Nesta, 13KS, merci beaucoup. Oublie pas qu'il y a un gros décalage avec le chat, ouais, c'est ce que je me dis, et puis moi j'ai l'impression que mon décalage est quand même sacrément important ce soir. Je vais redémarrer la bécane qui a quand même réussi à me planter en plein milieu du stream. Donc on verra pour avoir quelque chose. Demain, promis, il y a pas de problème. On essaie de les régler les uns après les autres. Et normalement, là, les problèmes de son, surtout là, si on vient de se faire les petits réglages en live, il devrait plus y en avoir. Donc ça, c'est plutôt cool. En attendant, je vais vous montrer un petit truc en avant-première de la part du grand chef Zazel, qui on travaille sur des interstreams. Je vais vous montrer quelque chose qu'on a imaginé pour les systèmes de pro et pour annoncer tout ce qui va être créneau professionnel sur la web TV. J'ai une go dans le chat, donc ok, c'est parti. Je vous montre ça et après on en discute, savoir ce que vous en pensez. ETR part en live. Et dites-moi s'il y a du son, parce que moi je n'ai pas le retour, donc apparemment ça devrait aller. L'émission XR 360. Incroyable. High-tech, VR, AR, le détail des brevets et le tour des annonces et rumeurs, c'est tout un programme qui vous est offert. On va faire ça pendant une bonne heure, tous ensemble, et on compte sur vous d'ailleurs pour réagir avec nous sur l'actu du moment. Et c'est en direct sur twitch.tv, ETRFR, tous les jeudis à 19h30. C'était pour vous réveiller un petit peu. Et tant qu'on y est, si vous voulez creuser encore plus les sujets, retrouvez les Expert Talk. Nous allons chaque semaine, avec d'éminents spécialistes qui sont avec moi ce soir, vous présenter des sujets autour des technologies immersives. Mais aussi des intervenants externes venus vous présenter leur savoir-faire et leur expertise. Le Meetup, c'est très simple, c'est une conférence technique, un retour d'expérience. La VR va, dans 5 ans, être le nouveau marché qui explose. Vous l'aurez compris, sur ETR, les pros parlent aux pros et ça change tout. Et c'est vrai qu'on le dira jamais assez. Alors retrouvez XR 360, Expert Talk et les Meetup toutes les semaines sur la Web TV ETR. Et voilà, on essaye de faire un peu de dynamisme. Moi, vraiment, c'est l'objectif. Du coup, voilà, n'hésitez pas sur tout ce qui va être retour pour comment on peut améliorer tout ça. Ça sera toujours avec plaisir pour que nous on puisse faire de mieux en mieux et vous apporter des programmes toujours avec de plus en plus de qualité. Moi là-dessus, je vais vous laisser. On va après, vous allez retrouver VirtualGo qui, moi, dans notre chat pour préparer l'interstream, me fait du teasing comme quoi ce soir c'est l'Unecho, donc il se la fait un peu détente par rapport aux autres soirées où il s'est plutôt fait de l'horreur et on connaît sa proportion à sursauter à chaque fois qu'il se passe un truc. Ah bah super. Salut VirtualGo. Donc là ce soir c'est l'Unecho, ça va être détente dans les anneaux de la planète Jupiter de la planète Saturne, pas du tout, il est temps que je rentre me coucher, de la planète Saturne pour pouvoir répondre sur tout ce jeu d'énigmes en apesanteur. C'est parti pour un peu de détente. Du coup moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à demain 18h pour le créneau de le créneau de Meetup sur le storytelling en AR et je vous souhaite une excellente soirée. Salut à tous.